La température peut-elle être la raison de la pauvreté d'un pays? Cela peut sembler incroyable, mais lorsque nous examinons les données sur l'emplacement des pays les plus riches et ceux qui ont des économies sous-développées, une chose devient très claire. Presque tous les pays dont le PIB par habitant est élevé se trouvent dans les régions les plus froides du monde. Inversement, les nations dont le PIB par habitant est moins élevé se trouvent généralement dans les régions tropicales beaucoup plus chaudes. Alors, pourquoi semble-t-il que les pays plus chauds peinent à suivre le rythme? Le froid aide-t-il vraiment l'économie? Ou y a-t-il d'autres raisons? Lorsque nous étudions la carte des PIB par pays à travers le monde, un modèle commence immédiatement à émerger. Il semblerait que la majorité des pays sous les tropiques ou les régions les plus chaudes de la planète, en moyenne, ont tendance à avoir un PIB inférieur à celui des pays qui se trouvent dans les régions plus tempérées ou plus froides. Il y a certainement des exceptions à cette observation, mais globalement, lorsque nous examinons les données économiques, les pays dont les températures moyennes sont les moins élevées ont tendance à avoir une économie plus forte que les pays dont les températures sont plus élevées. Examinons quelques exemples précis. Les 5 plus grandes économies en 2021 étaient les États-Unis avec un PIB proche de 23 milliards de dollars, la Chine avec 17,7 milliards de dollars, le Japon avec 4,8 milliards de dollars, l'Allemagne avec 4,2 milliards de dollars et le Royaume-Uni avec 3,2 milliards de dollars. Vous remarquerez que ces 5 pays se trouvent tous dans des régions du monde tempérées ou plus froides. Mais qu'en est-il du PIB par habitant? Les pays ayant le PIB le plus élevé en parité de pouvoir d'achat par habitant sont le Luxembourg, Singapour, l'Irlande, le Qatar et la Norvège. C'est moins homogène en termes de température que de PIB. Mais si nous examinons un ensemble de données plus large, 14 des 20 pays ayant le PIB par habitant le plus élevé se trouvent en dehors des tropiques. Cela signifie que 70% des pays ayant un PIB élevé par habitant se trouvent dans des parties plus tempérées du monde, ce qui est clairement statistiquement significatif. Ce que cela suggère, c'est qu'il existe une forte corrélation entre la température moyenne et la croissance économique du pays concerné. Mais comme nous le savons, la corrélation n'implique pas toujours la causalité. L'un des exemples les plus courants est la corrélation entre l'augmentation des ventes de glace et l'augmentation du nombre de noyades. Si vous ne regardez que les données, ces deux choses ont une forte corrélation. La hausse des achats de glace entraîne une augmentation des noyades. Par conséquent, si on n'effectuait aucune autre analyse, on pourrait supposer que quand on mange une glace, on a plus de chances de se noyer. Nous savons bien sûr que ce n'est pas le cas, car il y a une troisième variable dans cet exemple qui n'est pas prise en compte. En été, beaucoup de gens achètent de la glace à cause de la chaleur. C'est aussi la raison pour laquelle plus de gens se baignent. Par conséquent, ces deux variables ont tendance à augmenter simultanément en raison de l'élévation de la température. Non pas que la glace provoque des noyades. Lors de l'examen d'un scénario de cause à effet, nous devons analyser attentivement les données et faire attention à ne pas tirer de conclusions hâtives et supposer que la corrélation équivaut à la causalité. Car il existe plusieurs raisons pour lesquelles cela pourrait ne pas être le cas. La première, comme dans l'exemple précédent, c'est qu'il pourrait y avoir une troisième variable inconnue qui provoque la corrélation entre les deux variables. Ici, cette troisième variable est l'été. Ensuite, il y a la possibilité d'erreur de collecte de données. Peut-être que la taille de l'échantillon était trop petite et pas indicative de la relation de cause à effet en général. Et enfin, peut-être que le motif est simplement le résultat du hasard. Il est très possible que deux choses non liées semblent être corrélées, alors qu'en réalité, c'est juste une coïncidence. Cependant, le plus souvent, lorsque deux choses sont corrélées, mais qu'il n'y a pas de relation causale, c'est à cause d'une troisième variable inconnue. Alors plongeons dans les données concernant la température d'une région et son PIB et voyons avec quoi nous pourrions travailler. Lorsqu'on compare la température moyenne et le PIB par habitant de 98 pays à travers le monde, les données semblent soutenir l'observation selon laquelle plus un pays est chaud, plus son PIB par habitant est bas. L'analyse statistique donne une image claire qu'il existe une sorte de corrélation entre ces deux variables. Cependant, tant que nous n'analysons pas davantage les données, nous ne pouvons pas conclure s'il existe un lien de causalité entre la température et le PIB. Alors analysons les données encore plus profondément. Il semblerait qu'il y ait deux possibilités lors de l'examen des données brutes. Soit un climat froid fait grimper le PIB, soit les pays qui ont un PIB élevé provoquent d'une manière ou d'une autre un refroidissement du climat qui les entoure. Nous pouvons immédiatement éliminer la deuxième hypothèse, car nous savons que la raison pour laquelle les régions plus proches de l'équateur sont plus chaudes
est qu'elles reçoivent plus de chaleur du soleil tout au long de l'année, alors que les zones plus froides reçoivent moins de chaleur. Par conséquent, nous pouvons affirmer en toute sécurité que la température d'une région n'est pas influencée par la richesse des pays concernés. La conclusion beaucoup plus logique à tirer de ces données est donc que la température influence d'une manière ou d'une autre l'économie d'une nation. Nous savons aussi que de nombreux facteurs sont impliqués. La stabilité du gouvernement, les ressources naturelles, la cote de crédit, l'infrastructure et de nombreuses autres variables contribuent toutes au PIB global d'un pays. Par conséquent, pour continuer à analyser la relation entre la température et le PIB, nous devons nous assurer que la corrélation entre ces deux variables est statistiquement significative. Pour ce faire, les statisticiens utilisent ce qu'on appelle le coefficient de détermination, ou R carré. À un niveau basique, cette valeur indique combien de la variation de la variable dépendante peut être prédite à partir de la variable indépendante. Ce que nous devons savoir maintenant, c'est si le R carré dans l'ensemble de données température, PIB, que nous examinons est statistiquement significatif. Il s'avère que le résultat est d'environ 0,087, soit 8,7%. Cela signifie que presque 9% du PIB par habitant d'un pays est déterminé par sa température moyenne. Pour mettre cela en perspective, selon les données, chaque augmentation d'un degré Celsius de la température moyenne entraîne une baisse du PIB par habitant d'environ 762 $. Encore une fois, il existe certainement de très nombreux facteurs différents qui influencent le PIB d'un pays, mais d'après ces données, il semble que la température joue un rôle statistiquement significatif. Ceci est soutenu par le fait que l'influence de la température sur le PIB n'est pas seulement un phénomène à l'échelle mondiale, mais aussi un phénomène à l'échelle régionale, au sein des continents. Lorsque nous examinons la différence de production économique entre les pays d'Afrique et d'Amérique du Sud, la même tendance se confirme. L'Amérique du Sud a un PIB nominal d'environ 4 040 milliards de dollars. L'Afrique a un PIB nominal de 3 140 milliards de dollars. En moyenne, les pays qui ont la température la plus chaude sur ces deux continents ont un PIB par habitant inférieur à celui des nations dont le climat est plus tempéré. Par exemple, l'Uruguay, l'Argentine et le Chili, qui sont tous éloignés de l'équateur et dont la température moyenne est inférieure à celle du reste de l'Amérique du Sud, ont un PIB par habitant plus élevé. En 2021, l'Uruguay avait le PIB par habitant le plus élevé, soit environ 17 313 $ par an, suivi du Chili avec 16 265 $ et de l'Argentine avec 10 636 $. Inversement, les pays situés le long de l'équateur avaient un PIB par habitant beaucoup plus faible. Celui de la Colombie est d'environ 6 104 $, celui de l'Équateur de 5 965 $ et celui du Suriname est d'environ 4 869 $. La température moyenne en Uruguay est de 17,5 degrés Celsius ou 63,5 degrés Fahrenheit. La température moyenne au Suriname est d'environ 26 degrés Celsius ou 78,8 degrés Fahrenheit. La disparité entre le PIB par habitant semble être corrélée à la différence de température moyenne. En Afrique, c'est quasiment la même chose. Le Botswana, l'Afrique du Sud et la Libye font partie des pays les plus riches d'Afrique continentale. Ils sont également plus éloignés de l'équateur que la plupart des autres nations du continent. Le PIB par habitant de l'Afrique du Sud est de 7 055 $, celui du Botswana est de 6 805 $ et celui de la Libye est de 6 357 $. À l'autre extrême, le PIB par habitant du Burundi est de 221,5 $. Celui de la Sierra Leone est de 480 $ et celui de la République démocratique du Congo est d'environ 577 $. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui affectent les économies en Afrique, mais la tendance entre la proximité de l'équateur, où les températures annuelles ont tendance à être élevées, et la faiblesse du PIB semble être corroborée dans cet ensemble de données également. Même lorsque nous regardons un seul pays comme l'Australie, le même phénomène semble se confirmer. Darwin dispose d'une grande quantité de ressources naturelles et d'un accès plus proche à des partenaires commerciaux majeurs comme la Chine, l'Indonésie et l'Inde. Par conséquent, on pourrait penser que Darwin fait partie des villes les plus riches du pays. Bien au contraire, Darwin est la capitale la plus pauvre d'Australie et comme on pouvait s'y attendre sur la base de notre hypothèse, c'est aussi la plus chaude.
Darwin a une température moyenne de 28,2 degrés Celsius ou 82,8 degrés Fahrenheit, en partie grâce à sa localisation à l'extrémité nord de l'Australie, la région plus proche de l'équateur. D'autre part, on pourrait s'attendre à ce que des villes comme Melbourne et Sydney, qui sont plus éloignées des voies de navigation et manquent des ressources naturelles dont dispose Darwin, soient plus pauvres, alors que ce sont les deux villes les plus riches du pays. Comme on peut s'y attendre, les climats à Melbourne et Sydney sont beaucoup plus tempérés, avec une température moyenne annuelle tournant autour de 60 degrés Fahrenheit ou 15,6 degrés Celsius. En 2022, la ville de Melbourne avait un PIB de 215 milliards de dollars australiens et Sydney avait un PIB de 141 milliards de dollars australiens, alors que celui de Darwin n'était que de 9,8 milliards de dollars australiens. Donc, même au sein d'un pays, la proximité avec les tropiques peut avoir un impact sur l'économie. Pour aller plus loin, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ont même étudié si des températures plus chaudes d'une année sur l'autre pourraient affecter la production économique. Ils ont constaté que dans les économies en développement, une augmentation de la température annuelle moyenne de seulement 1 degré Celsius correspond à une diminution d'1,1% du PIB par habitant. Ce fut une découverte surprenante, car les chercheurs ont noté qu'une économie qui se porte bien peut être plongée dans une récession avec seulement un décalage de 3% de son PIB. Ainsi, une augmentation soudaine de la température pourrait avoir de graves impacts économiques. Mais pourquoi les températures semblent-elles jouer un rôle si important sur le PIB d'un pays? Plusieurs raisons expliquent pourquoi une augmentation de la température pourrait entraîner une baisse de la production économique, que ce soit au niveau des rendements agricoles ou de la productivité des travailleurs en CAS de chaleur extrême. En fait, il n'y a pas si longtemps, tout le personnel gouvernemental a dû s'arrêter de travailler à cause des températures trop élevées et de l'absence de climatisation. Cela signifie que l'augmentation constante des températures mondiales due au changement climatique pourrait menacer des économies toutes entières. Il est clair qu'il existe une sorte de corrélation entre des températures élevées et une diminution de la production économique. Il nous faut désormais examiner le passé pour tirer des leçons de ce phénomène historique. Ensuite, nous pouvons utiliser les données que nous avons aujourd'hui et examiner exactement ce qui se passe avec la corrélation entre la température et le PIB. Lorsque nous enquêtons sur le passé, quelque chose de surprenant émerge. Contrairement à aujourd'hui, certaines des économies et des empires les plus puissants et prospères du monde se sont développés sous les tropiques ou dans des zones où la température moyenne était plus élevée qu'ailleurs. Cependant, lorsque nous examinons la façon dont les civilisations se sont formées et développées dans le passé, tout commence à devenir clair. Et c'est parce qu'avant l'industrialisation, si une civilisation voulait croître, remporter des guerres et étendre son influence, alors elle devait subvenir aux besoins d'une grande population. Et pour cela, elle avait besoin d'une chose très importante, de la nourriture. Et beaucoup de nourriture. Il y a des milliers, voire des centaines d'années, les principales industries de tous les empires et de tous les royaumes étaient de l'agriculture et le maraîchage. À cette époque, il valait donc mieux qu'il fasse chaud. Si la température était élevée toute l'année, ou au moins la plupart du temps, on pouvait cultiver pratiquement sans arrêt. Cela finissait par entraîner une dégradation du sol et parfois une famine. Cependant, comme il y avait beaucoup moins de personnes qu'aujourd'hui, on pouvait toujours défricher d'autres terres pour faire rebondir les rendements des cultures. Dans le passé, les températures élevées permettaient de faire vivre des populations plus nombreuses que si le climat était froid. Les climats chauds de la Mésopotamie, de l'Égypte, de l'Amérique centrale et de l'Inde ont été le berceau de certains des plus grands empires de l'histoire. Cependant, lorsque vous regardez ces mêmes lieux aujourd'hui, ils sont, en moyenne, moins riches que les pays dont le climat est plus froid. Cela dit, alors que les populations des climats plus chauds croissaient et prospéraient, les populations des climats plus froids ne restaient pas les bras croisés à attendre de se faire conquérir par leurs voisins dont le climat était plus clément. Ces populations acquéraient des compétences qui allaient leur permettre de prospérer à l'avenir. Certains chercheurs suggèrent que les climats froids, où il fallait lutter pour survivre pendant les mois d'hiver, ont peut-être réellement conduit à des innovations et des pratiques qui ont bénéficié à ces parties du monde dans les siècles suivants. La théorie dit essentiellement que les populations vivant avec un climat froid devaient trouver des moyens innovants pour augmenter les rendements des cultures et stocker la nourriture pour traverser la stérilité des températures glaciales. Cela a conduit les gens à accumuler et à stocker des ressources, à construire des structures plus complexes pour lutter contre les éléments, et à planifier leur croissance et leur développement à long terme, même si ce n'était qu'au niveau de la famille ou de la communauté. Les populations des climats plus chauds n'avaient pas nécessairement besoin d'innover de la même manière.
Cela ne veut pas dire que ces populations ne travaillaient pas dur pour améliorer leurs conditions de vie ou pour innover à leur manière. Mais l'environnement dans lequel elles vivaient ne leur imposait pas le même type d'accumulation de ressources et ni les défis annuels pour la survie auxquels les populations du Nord devaient faire face. Si le statu quo avait été maintenu et que l'agriculture était restée l'industrie principale de toutes les civilisations, les territoires plus chauds auraient continué à prospérer économiquement. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors que l'industrialisation pointait son nez, l'agriculture est devenue moins gourmande en main-d'œuvre et on récoltait la nourriture plus rapidement. La force d'un empire ne dépendait plus de sa capacité à cultiver des récoltes toute l'année, car de meilleurs dispositifs de stockage avaient été développés et les opportunités commerciales se sont élargies. C'est pendant l'âge de l'exploration, la révolution scientifique et l'ère industrielle que les pratiques économiques ont changé et que beaucoup des structures que nous voyons aujourd'hui ont pris forme. Aujourd'hui, l'économie d'un pays n'est plus liée à la quantité de nourriture qu'il peut produire, car on peut importer tout ce dont on a besoin tant qu'on a suffisamment d'argent pour le faire. Notre économie mondiale fonctionne sur la technologie, l'industrie et l'innovation. Une fois cette transformation économique réalisée et CS indicateurs de richesse modifiés, des événements étranges ont commencé à survenir. Les recherches suggèrent qu'en 1820, les pays des zones tropicales avaient encore un produit national brut, ou PNB par habitant, d'environ 70% des pays des zones tempérées. Cependant, en 1992, ce pourcentage avait chuté, les tropiques ayant un PNB plus proche de 25% de celui des pays plus froids. Et au CA où vous vous le demanderiez, la différence entre le PIB et le PNB est que le PIB est utilisé pour représenter la valeur totale des biens produits à l'intérieur des frontières d'un pays, tandis que le PNB inclut tout ce qui est produit par les résidents de ce pays, que cela ait lieu à l'intérieur des frontières géographiques ou non. Il faut bien être conscient de cette différence. Ce que certains chercheurs suggèrent dans ce changement dramatique du PNB, c'est que les populations vivant dans les régions les plus froides du monde s'étaient préparées dès le début à prospérer dans une économie mondiale basée sur le commerce et l'acquisition de ressources. Une fois que certaines parties du monde, comme les pays d'Europe, les États-Unis et finalement la Chine, ont pris de l'avance dans la course pour accroître leur richesse dans une nouvelle économie mondiale, il était très difficile pour les autres nations de rattraper leur retard. Mais l'examen de l'histoire ne peut nous mener que jusqu'à un certain point lorsque nous analysons la question de savoir pourquoi les pays froids sont généralement plus riches que les pays chauds. Pour vraiment comprendre ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, nous devons examiner pourquoi des températures plus chaudes ne sont pas aussi propices à la croissance des économies de la même manière que les climats plus froids. Cette question peut être décomposée en plusieurs parties, mais avant de le faire, clarifions une chose. Tous les humains ont la même capacité d'innovation et de croissance. Les populations qui vivaient dans des climats plus froids dans le passé et le présent ne sont pas plus intelligentes, plus fortes ou plus ingénieuses de manière mesurable que d'autres personnes qui vivent dans des parties plus chaudes du monde. Beaucoup des raisons pour lesquelles les nations en Europe sont devenues si puissantes et ont colonisé une grande partie de la planète ont à voir avec deux choses. Premièrement, les ressources environnementales disponibles et deuxièmement, une chance aveugle. Par exemple, de nombreux principes mathématiques que nous utilisons aujourd'hui proviennent des régions les plus chaudes du Moyen-Orient. La poudre à canon qui a permis aux Européens de décimer les cultures indigènes venait de Chine et des cultures telles que le maïs, les pommes de terre et le chocolat ont toutes été domestiquées en premier en Amérique. Il y a une chance que n'importe lequel de ces peuples aurait pu coloniser le monde si les choses s'étaient déroulées un peu différemment, ou s'ils avaient été placés en Europe et avaient été autorisés à prospérer au fil des siècles de la même manière. Par conséquent, il est important de se rappeler que la raison pour laquelle les pays plus froids sont plus riches aujourd'hui que les pays plus chauds a très peu à voir avec les gens eux-mêmes et a beaucoup plus à voir avec l'environnement et les ressources disponibles dans le passé et le présent. Cependant, il est également important de noter que des facteurs humains, tels que la colonisation, la corruption des gouvernements et les guerres inutiles, ont très certainement eu un impact sur la croissance économique à travers le monde. Comme mentionné précédemment, il existe plusieurs facteurs qui influencent une économie, et la température n'est que l'un d'entre eux. Ainsi, lorsque nous examinons l'effet causal entre les climats chauds et le manque de richesse, il est important de garder à l'esprit qu'il y a également d'autres variables en jeu. Mais des informations clés peuvent également être obtenues en isolant la variable de température et en évaluant comment elle impacte les économies à travers le monde aujourd'hui. Commençons par la technologie. La technologie est l'un des secteurs économiques les plus lucratifs au monde aujourd'hui. En 2022, le marché de la technologie de l'information a atteint 8,51 milliards de dollars et devrait croître à 11,5 milliards de dollars d'ici l'année 2026.
Inutile de dire que la technologie joue un rôle énorme dans la richesse des pays. Cependant, toutes les technologies ne sont pas égales. Avant que les téléphones portables et les microprocesseurs puissent rendre un pays incroyablement riche, il faut certaines bases. C'est ici que commence la disparité entre les pays d'une région froide et ceux de régions plus chaudes. Les nations tropicales ont pris du retard dans deux secteurs technologiques. Le premier est l'agriculture. Bien que la production massive de cultures ne soit pas le même indicateur de prospérité qu'il l'était plus tôt dans l'histoire humaine, elle reste incroyablement importante. Les pays dont le climat est plus froid innovent et trouvent de nouvelles façons de récolter et d'améliorer le rendement des terres agricoles depuis bien plus longtemps que les pays dont le climat est plus chaud, simplement par pure nécessité. Les pays plus chauds n'avaient tout simplement pas besoin d'améliorer la technologie agricole aussi rapidement que les régions plus froides en raison de leur climat, ce qui a conduit à un renversement de la population de ces pays. En 1800, la population mondiale était juste au-dessus d'1 milliard de personnes. 200 ans plus tard, nous sommes environ 8 milliards d'humains sur la planète. Cela signifie que les pays qui avaient déjà une technologie agricole avancée ont pu subvenir aux besoins de leur population plus facilement, car les progrès en médecine et dans toutes sortes d'autres domaines leur ont permis de voir leur population augmenter. Malheureusement, de nombreux pays situés sous les tropiques n'ont pas développé ces technologies au même rythme que dans les climats plus froids, où les changements saisonniers ont obligé les industries agricoles à trouver des moyens uniques de nourrir leur population croissante. En fait, parmi les 12 pays dont le secteur de la technologie agricole est le plus avancé, aucun ne se situe sous les tropiques, les 3 premiers étant les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Désormais, plutôt que de devoir continuer à se concentrer sur l'agriculture, de nombreux gouvernements dans les pays plus froids peuvent déplacer leur attention vers d'autres secteurs économiques encore plus lucratifs, comme les technologies de communication, les ordinateurs et les véhicules. De nombreux pays sous les tropiques n'ont pas le même avantage technologique agricole que les pays plus froids, et chaque année qui passe sans une technologie agricole avancée pour améliorer les rendements des cultures, les populations des pays pauvres et chauds continueront de se focaliser sur la survie et la création de nourriture en quantité suffisante plutôt que sur l'innovation et la croissance de l'économie de leur pays. Il convient également de noter que la technologie agricole qui a été développée pour les climats tempérés pourrait se diffuser à travers les frontières vers d'autres climats tempérés. Cependant, on ne peut pas en dire autant du transfert de technologie vers une partie plus chaude du monde. Certaines innovations qui ont rendu l'agriculture dans les régions plus froides plus durable et plus abondante n'auraient tout simplement pas fonctionné dans les pays où le climat est plus chaud. Cela étant dit, il y a certainement aussi des technologies agricoles qui pourraient bénéficier à toutes les parties du monde, indépendamment de la température, qui n'ont pas été activement partagées avec les pays plus pauvres parce qu'elles ne généreraient pas de profit pour les entreprises ou les gouvernements qui les ont conçues. L'autre secteur technologique qui a été entravé dans de nombreux pays plus chauds est la santé. Lorsque la population et la main-d'œuvre d'un pays souffrent de maladies, elles sont beaucoup moins productives que celles ayant des normes de santé plus élevées. Encore une fois, ce n'est pas parce que les climats plus chauds n'ont pas de scientifiques et de médecins pour développer un secteur de la santé florissant. C'est à cause du manque de ressources en général qui entrave les efforts pour améliorer la qualité de vie dans de nombreux pays plus chauds. Nous reviendrons plus tard sur la raison de l'impact si négatif sur la santé des climats chauds. Cependant, il est important de comprendre que de nombreuses maladies et problèmes de santé qui surviennent dans les parties les plus chaudes du monde n'existent pas dans les régions plus fraîches. Et bien que les scientifiques et les médecins dans les pays proches des tropiques sachent comment prévenir ou même guérir de nombreuses maladies, ils n'ont tout simplement pas la capacité de fabriquer et de distribuer les médicaments nécessaires en raison de certains facteurs sociétaux et économiques. Mais c'est là que nous revenons aux pays des régions tempérées qui sont tellement en avance en termes de richesse économique que les autres ne peuvent pas les rattraper. Les pays riches peuvent se permettre d'avoir de grandes entreprises pharmaceutiques qui dépensent des milliards de dollars en recherche et développement. C'est pourquoi la plupart des médicaments contre le paludisme sont produits dans des pays plus froids, où le paludisme n'est pas un problème. Ces entreprises peuvent gagner de l'argent avec ces médicaments, bien qu'ils ne soient pas vraiment utiles pour améliorer la santé des habitants du pays où elles sont implantées. Selon l'Institut national de la santé, un traitement complet pour guérir le paludisme ne coûte qu'environ 2,40 $ aux États-Unis. Pourtant, ces mêmes médicaments développés par la même entreprise sont vendus 5 fois plus cher dans certaines régions d'Afrique qui ont désespérément besoin de ce médicament pour sauver des vies. Il existe de nombreux exemples de technologies de santé et de médicaments qui ne sont pas largement disponibles dans les pays en raison d'un manque de ressources et d'argent. Cela aggrave alors la situation des soins de santé, ce qui coûte plus de vies et épuise les revenus des familles
qui essaient de se procurer des médicaments et des traitements pour sauver leurs proches. Et il va sans dire que si un gouvernement et sa population dépensent beaucoup de temps et d'argent à essayer de se procurer des médicaments, ils n'ont plus le temps et les ressources pour essayer d'innover afin de stimuler l'économie de leur pays. C'est probablement un bon moment pour discuter des raisons de l'augmentation de l'écart technologique et économique en général entre les pays froids et les pays chauds. Cela nous aidera également à mieux comprendre comment certains pays dans les parties plus froides du monde ont fini par devenir si économiquement puissants et bien en avance sur les autres. Nous l'avons déjà mentionné plusieurs fois, mais cela mérite d'être répété. La température elle-même n'est pas la seule raison pour laquelle les nations situées sous les tropiques ont tendance à être moins riches que les pays dans les régions plus tempérées du monde. Cependant, la température a joué un rôle majeur par le passé qui a permis à certaines nations d'innover de manière à en profiter plus tard. Il n'y a pas de meilleur exemple que ce qui s'est passé en Europe. Les Européens ont eu la chance d'avoir une abondance de ressources naturelles et un environnement propice à soutenir l'avancement de certaines technologies qui leur ont permis de devenir riches et de croître rapidement. Cet avantage a finalement conduit les pays européens à coloniser une grande partie du monde. Cependant, il convient de noter que les pays dont le climat est tempéré sont restés des territoires où ont maintenu des liens étroits avec l'Europe, même après avoir acquis leur souveraineté. On ne peut pas en dire autant des territoires tropicaux qui ont été colonisés. C'est ici que de nombreux colonisateurs européens ont mis en place des gouvernements, dépouillé les terres de leurs ressources, et quand cela ne leur convenait plus, ont laissé le pays en ruines et sans dirigeants, dont la place a été finalement prise par des dictateurs impitoyables. On ne devrait donc pas être surpris que les pays tropicaux qui ont été colonisés aient eu du mal à trouver une stabilité après être devenus des nations souveraines. De plus, sans un gouvernement stable, une économie ne peut pas croître. La température et les résultats d'un tel climat, comme la fréquence des maladies infectieuses, sont probablement l'une des raisons pour lesquelles certains territoires sous les tropiques ont été abandonnés par les colonisateurs, alors que les colonies dans des régions plus tempérées ont été conservées. Et d'un point de vue purement économique, un territoire contrôlé par un pays dont l'économie est florissante aura presque toujours plus d'argent et de ressources qu'une colonie qui a été exploitée puis abandonnée à son triste sort. Cela ne signifie pas que les colonisateurs européens devraient encore aujourd'hui contrôler des territoires à travers le monde. Il s'agit simplement d'une remarque sur l'importance de la stabilité du gouvernement dans l'économie. Outre les obstacles à l'obtention des soins de santé nécessaires, les régions tropicales dénombrent également beaucoup plus de CA de maladies en raison de la température. Lorsque la population est en bonne santé, la main-d'œuvre est certainement plus productive, ce qui peut aboutir à une amélioration de l'économie. Cependant, la maladie peut entraver cette productivité, surtout lorsque l'on considère tous les effets secondaires sanitaires et sociétaux que les maladies peuvent avoir sur un pays. Par exemple, la mortalité infantile dans les pays tropicaux est 50% plus élevée que dans les pays plus froids. Et l'espérance de vie est environ 8% plus faible dans les pays chauds que dans les pays où le climat est plus frais. Ces chiffres dressent un tableau sombre de la manière dont la température, la santé publique et l'économie peuvent être liées. L'une des raisons pour lesquelles les tropiques sont si durement touchés par les maladies est qu'il n'y fait jamais suffisamment froid pour les cycles de reproduction et de transmission des virus et des bactéries soient entravés. Au lieu de cela, les agents pathogènes ont des conditions favorables toute l'année, ce qui leur permet d'infecter plus d'hôtes que dans les climats plus froids. Cela peut permettre à des souches plus virulentes d'évoluer, car chaque fois qu'un agent pathogène saute sur un nouvel hôte, il y a une chance qu'il y ait des mutations dans son code génétique qui pourraient le rendre plus fort ou plus résistant aux traitements actuels. Une autre conséquence de la chaleur permanente toute l'année est la prolifération des populations d'insectes. Dans les climats plus froids, les insectes meurent et les générations suivantes dorment pendant plusieurs mois. C'est pourquoi des pays comme les États-Unis et l'Europe du Sud, qui ont dû lutter contre le paludisme à une certaine époque, ont finalement réussi à l'éradiquer quasiment totalement. Chaque année, la population de moustiques est supprimée pendant les mois les plus froids, ce qui permet de mettre en place des mesures de précaution et de distribuer des médicaments. Cependant, dans les régions tropicales, cette diminution de la population d'insectes n'arrive jamais. Cela ne fait qu'aggraver encore le problème des agents pathogènes. Cela conduit également à de gros problèmes dans d'autres secteurs de l'économie d'un pays. Même si l'agriculture n'est plus le secteur le plus important d'une économie, elle reste essentielle pour nourrir la population et générer des revenus grâce aux exportations. Cependant, contrairement à ce que vous pourriez croire, une météo chaude et ensoleillée toute l'année n'est pas propice à la culture des plantes. Pour les cultures de base comme le riz, le maïs et le blé,
La productivité et le rendement sont en réalité beaucoup plus élevés dans les zones tempérées que dans les zones tropicales. On estime que la productivité de CS plantes par hectare est environ 50% plus élevée dans les pays au climat tempéré. On peut attribuer cela à beaucoup des mêmes facteurs mentionnés précédemment. Les insectes nuisibles posent un gros problème aux agriculteurs tropicaux. Sans le gel et les saisons froides pour réduire leur nombre, les nuisibles dévorent des champs entiers de cultures tout au long de l'année. Cela signifie qu'il faut parfois utiliser plus de pesticides, ce qui est non seulement coûteux, mais entraîne également des dommages environnementaux considérables et une dégradation du sol et des réserves en eau. Cela fait chuter la fertilité des champs, ce qui exacerbe ensuite la faible productivité des cultures sous les tropiques. Il sera presque toujours plus abordable pour les économies en développement de produire leur propre nourriture plutôt que de l'importer. Ainsi, face aux difficultés des agriculteurs à augmenter les cultures dans les régions tropicales, les gouvernements sont contraints d'importer plus de céréales, de fruits et de légumes des autres pays. C'est coûteux et cela ne fait qu'augmenter la charge monétaire sur la population et l'économie dans son ensemble. De plus, la nourriture importée provient souvent de pays des régions tempérées qui ont des surplus, ce qui ne fait que renforcer encore ces économies, tandis que les pays des tropiques doivent dépenser de l'argent pour nourrir leur population. Les principaux exportateurs de céréales en 2022 étaient les États-Unis qui en ont exporté environ 118 milliards de dollars, les Pays-Bas qui ont exporté 79 milliards de dollars de culture, suivis de l'Allemagne et de la France qui ont chacun exporté environ 70 milliards de dollars de culture. Il ressort donc assez clairement de ces données que les pays des régions tempérées cultivent et vendent plus de cultures que les pays des tropiques où la température est plus élevée. La variabilité saisonnière est également très importante pour la culture des plantes, car le gel et la neige permettent l'accumulation de matières organiques qui, une fois décomposées, créent un sol fertile en surface. Sous les tropiques, toute matière organique présente à la surface est rapidement décomposée par des insectes et des microbes, tels que les bactéries et les champignons. La décomposition rapide ne permet pas le recyclage de grandes quantités de nutriments dans le sol, et les terres agricoles peuvent rapidement se vider des matières organiques qui rendent la terre fertile. Certaines recherches suggèrent que même si l'agriculture n'est plus aussi importante pour l'économie qu'elle l'était autrefois, le succès agricole passé a permis à certaines nations d'accumuler d'énormes quantités de capital tôt dans l'histoire. Une fois que ces pays ont eu pris une avance dans la croissance économique, il est devenu très difficile pour les autres économies, en particulier celles qui ont été laissées en ruine après le colonialisme, de rattraper leur retard. Bien sûr, il y a des exceptions à chaque règle, et nous allons examiner plusieurs nations qui ont défié les probabilités et prospèrent sous les tropiques. Mais avant ça, il est utile de mentionner que l'on pourrait résoudre tous les problèmes de santé économique et agricole auxquels les pays dans des climats plus chauds sont confrontés. Nous avons la technologie nécessaire pour augmenter les rendements agricoles, même dans certains des endroits les plus chauds de la planète. Nous avons accès à des médicaments qui pourraient supprimer ou même éradiquer les maladies infectieuses qui sévissent dans les pays tropicaux. Nous avons la capacité de former des partenariats commerciaux qui seraient mutuellement bénéfiques sans profiter des nations dont l'économie est en développement. En tant qu'espèce, nous choisissons massivement de ne pas faire ces choses, en particulier au plus haut niveau des gouvernements et des entreprises. Nous vivons dans une économie mondiale où il est plus important de faire des bénéfices que de fournir à chacun des droits humains de base. Mais peut-être qu'à l'avenir, il y aura un changement culturel à l'échelle de l'espèce pour partager les technologies, les informations et les techniques médicales pour l'amélioration de tous. Alors que tout leur semble défavorable, certains pays sous les tropiques ont des économies florissantes. Ils sont rares et éloignés. Mais il semble possible que si d'autres facteurs économiques tels que la stabilité politique, l'avancement technologique et l'abondance des ressources naturelles surpassent les dommages causés par les températures élevées, même les nations sous les tropiques peuvent avoir des économies florissantes. Peut-être que l'exemple le plus prévalent est Singapour. Ce pays insulaire et cité-État se situe juste au nord de l'équateur, le plaçant dans l'une des zones écologiques les plus chaudes du monde. La température moyenne à Singapour est comprise entre 25 et 31 degrés Celsius, soit entre 77 et 88 degrés Fahrenheit. Cependant, il est rare qu'il fasse beaucoup plus froid que cela, ce qui signifie qu'aucun mois ne peut être qualifié de tempéré. Singapour a également un PIB par habitant d'environ 118 887 $, soit le deuxième plus élevé au monde après le Luxembourg. Alors, pourquoi l'économie de Singapour est-elle si prospère? Cela a beaucoup à voir avec l'emplacement de la ville, ainsi qu'avec les voies navigables clés que les navires doivent traverser
pour aller de l'océan Indien à la mer de Chine méridionale et vers le reste de l'Asie de l'Est. Cela a fait de Singapour l'une des capitales du commerce mondial. Ceci, associé à de faibles taxes, à peu de restrictions sur le capital et à des politiques d'immigration libérales, a permis à la nation et à ses habitants de prospérer malgré sa situation sous les tropiques. Viennent ensuite les pays du Moyen-Orient comme le Qatar, les Émirats arabes unis et Bahreïn, qui figurent tous parmi les 20 nations les plus riches du monde. Au Qatar, la température dépasse normalement les 30 degrés Celsius, soit 86 degrés Fahrenheit, tous les jours de l'année. Aux Émirats arabes unis, la température varie de 14 degrés Celsius à 41 degrés Celsius, soit de 57 degrés Fahrenheit à 106 degrés Fahrenheit. Ce qui est clair, c'est que les températures dans ces régions descendent rarement, voire jamais, en dessous de zéro, et il y a peu de variations saisonnières. Cependant, cela ne les a pas empêchés d'amasser une énorme quantité de richesses. Mais, contrairement aux nations d'Afrique centrale et du milieu de l'Amérique du Sud, ces pays ont d'énormes quantités de pétrole qu'ils vendent partout dans le monde. Et cette seule exportation alimente littéralement toute l'économie de ces pays. Mais les combustibles fossiles ne dureront pas éternellement. Lorsqu'il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus d'argent. Et les nations autrefois riches en pétrole pourraient finir par ressembler beaucoup à ce que sont aujourd'hui les autres pays des tropiques. Vient ensuite l'autre extrémité du spectre. Tous les pays froids n'ont pas une économie florissante. La Corée du Nord se trouve certainement dans un climat plus frais, où la température pendant les mois d'hiver peut atteindre jusqu'à moins 26,5 degrés Celsius ou moins 15,7 degrés Fahrenheit dans certaines régions. Pourtant, le PIB par habitant en Corée du Nord est d'environ 1 300 $. Ceci n'est pas surprenant si l'on considère l'emprise que Kim Jong-un sur le pays et du manque général de volonté de traiter avec les nations occidentales. La dictature politique et la politique isolationniste de la Corée du Nord contre une grande partie du monde ont conduit ce pays de la zone tempérée à être l'un des plus pauvres du monde. Il y a aussi le CH de la Russie. Cette nation englobe littéralement presque toute la zone tempérée de l'Asie, alors que son économie est en ruine. Mais cela n'est pas dû au fait que la Russie n'a pas de ressources ou qu'elle est technologiquement sous-développée. Cela vient du fait que le pays est dirigé par un dictateur assoiffé de pouvoir et un régime autoritaire. La guerre de Poutine en Ukraine a conduit à l'imposition de sanctions sur la Russie, ce qui commence à mettre son économie à genoux. L'économie russe pourrait être l'une des plus grandes du monde. Mais avec de telles actions politiques, le PIB par habitant n'est que d'environ 12 000 $, ce qui la place à la 63e place sur la liste des nations les plus riches. Alors que nous réserve l'avenir? Les données suggèrent qu'une température plus élevée est corrélée à une production économique plus faible. Il est donc alarmant de se dire que dans les décennies à venir, l'ensemble de la planète va se réchauffer à cause du changement climatique. Il est fort probable que les pays en développement et les nations pauvres seront les plus touchés par les changements de température globale. Mais même les pays ayant un climat tempéré en ressentiront les effets. Les climatologues estiment que les températures mondiales seront supérieures d'1,5 degré Celsius ou 2,7 degrés Fahrenheit à la moyenne actuelle d'ici les années 2030. Vous souvenez-vous de ce calcul au début de la vidéo? Ce calcul indiquant qu'une augmentation d'1 degré Celsius de la température moyenne entraîne une baisse du PIB par habitant d'environ 762 $. Ainsi, au cours de la prochaine décennie, le PIB par habitant pourrait théoriquement chuter de plus de 1 000 $ dans certaines parties du monde, uniquement à cause de l'augmentation des températures. Cela ne prend pas en compte les impacts environnementaux tels que l'augmentation de l'intensité des tempêtes et la montée du niveau de la mer, qui causeront probablement encore plus de dommages aux populations et aux économies. Il n'y a donc pas de réponse définitive à la question de savoir pourquoi les pays dont la température est plus élevée ont tendance à être moins riches que les pays dont la température est plus fraîche. Mais il est probable que ce soit une combinaison de facteurs technologiques, de santé, agricoles, sociétaux et historiques qui contribuent aux différences de prospérité économique que nous voyons aujourd'hui, dont beaucoup sont le résultat d'actions passées dans l'histoire humaine. Ce que nous savons avec certitude, cependant, c'est que les données montrent une corrélation claire entre un climat chaud et le manque de richesse. Il faudrait encore approfondir les recherches, mais nous espérons pouvoir tirer des leçons du passé pour créer un meilleur avenir pour tous.